Je sais pas vous, mais moi ce matin, je me suis réveillé avec un très grand sourire, beaucoup de joie, un sourire qui ne me lâche pas, et évidemment cette victoire hier soir, 4 buts à 3, obtenue grâce à un penalty à la dernière minute, tout un stade, évidemment heureux, heureux, mais attention, bien évidemment, on va nuancer parce que tout n'est pas parfait, mais on a le droit un petit peu de prendre du plaisir. Je vous l'avais dit hier soir dans mon débrief à chaud, il faut aller prendre du plaisir parce qu'il va falloir se projeter très rapidement sur le match face à Rennes et ensuite sur le match face à l'Olympique lyonnais. On va revenir sur la rencontre d'hier à froid, c'était promis. Je vais vous partager les notes de l'équipe et de la Provence avec pour moi un vrai débat sur deux joueurs où je ne suis pas d'accord sur les notes qui ont été données. La composition face à Rennes, comment Gattuso va pouvoir appliquer peut-être une nouvelle tactique ou de nouveaux joueurs à cette rencontre qui arrive rapidement et mon pronostic en fin de vidéo. Alors, l'analyse à froid, et bah, pour faire cette analyse, il fallait que je revoie la rencontre ce matin au calme. Alors, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous partage mon compte Instagram ici. Pourquoi ? Parce que bah, on rentre dans les backstage de la chaîne ce matin, justement quand je regardais, je vous partageais justement l'annonce de ce replay. Habituellement, on ne se retrouve pas au lendemain des rencontres aussi rapidement parce qu'il y a un débrief à chaud. Mais là, j'avais besoin de revoir cette rencontre parce qu'il y a pas mal de choses qu'on doit en ressortir. Alors, évidemment, on va retenir ce but fantastique de Pierre-Emerick Aubameyang sur cette passe de Amin Harit. Mais ça, j'en ai parlé hier soir. Maintenant, j'ai envie de vous parler de deux éléments positifs et de deux éléments négatifs ou de plusieurs éléments négatifs de points faibles qu'on doit améliorer. Dans les éléments et les forces qui sont ressortis de cette rencontre hier, le premier, c'est le pressing. Le pressing de cet Olympique de Marseille qui a empêché l'Ajax de déployer son jeu, on va dire, quand ils ont voulu poser le ballon. Alors, certes, on a pris 3 buts, mais ces 3 buts, on va y revenir justement dans les faiblesses. L'OM a pressé haut. C'était le cas déjà face à Brighton. C'était le cas face au Havre également. Et ça a été de nouveau le cas hier. Et on a très régulièrement les lignes de passe de l'adversaire qui ont été gênées. Alors, certes, le gardien, sur le 2 buts à 2, a fait une super passe et une ligne de passe incroyable pour passer au-dessus d'Ismaïla Assar, je crois, et ensuite mettre en difficulté l'Olympique de Marseille. Mais autrement, eh ben, ça a rendu un match compliqué à regarder à certains moments parce qu'il n'y avait pas de ligne de passe et pas de jeu de la part de l'Ajax et l'OM restait très haut. Et ça m'a plu. C'est une signature de Gattuso, de la volonté de rester haut et d'empêcher l'adversaire de jouer. Alors, il joue avec ses attributs parce que techniquement, quand l'OM a le ballon, c'est plus difficile, c'est même très dur à voir à certains moments, mais ça a le mérite justement de pouvoir rester et de récupérer le ballon. C'est arrivé à plusieurs moments, c'est arrivé pour obtenir des corners, c'est arrivé pour obtenir le penalty, c'est arrivé également pour obtenir le but refusé d'Aubameyang. Et ça, c'est une signature très intéressante. Le deuxième point, j'ai pas de slide pour vous présenter ça, mais le deuxième point qui est intéressant aussi, c'est que l'OM a gagné sa deuxième mi-temps. Alors, ça a fait tilt ce matin quand j'y ai pensé. Et je me suis dit, ouais, mais tu vas pas le sortir comme ça, c'est pas possible, parce que ça arrive souvent que l'OM remporte la deuxième mi-temps. Eh ben, j'en appelle à votre mémoire, mais c'est arrivé que 3 fois cette saison que l'OM remporte sa deuxième mi-temps. C'est arrivé en tout début de saison face à Reims et face à Brest, avec 2 fois un but 1-0 en deuxième mi-temps. Et c'est arrivé face au Havre, 1-0 également en deuxième mi-temps. Autrement, ce n'était pas arrivé, donc depuis la victoire face au Havre, mais ce n'est pas arrivé à l'Olympique de Marseille. Hier, l'OM a remporté sa deuxième mi-temps 2-1. Et ça, je trouve aussi que Gattuso doit appuyer dessus pour le mental de ses joueurs. Se dire qu'on a été capable d'aller chercher cette victoire au bout du temps additionnel sur un Ismaïla Assar qui a obtenu ce penalty. Alors, c'est peut-être litigieux pour certains, mais ce penalty, il va au contact et le gardien fait une très grossière erreur. Et ça doit rester. Alors vous allez me dire, c'est peu d'éléments positifs. Oui, c'est clair, c'est peu. Et c'est pour ça aussi qu'on est là à analyser à froid. Je vous partage les statistiques d'hier. Alors 3 XG, c'est bien. Mais surtout, il y a une stat qui m'a marqué, c'est la possession. 48% de possession de balle. Cet OM est malade. Cet OM est malade, on le sait. Il va falloir trouver les remèdes. Mais il y a plusieurs éléments. D'abord, les buts encaissés. Alors, on prend un but au bout de 23 secondes de jeu alors qu'on mène 1-0.
On prend un deuxième but après 2 minutes 23 de jeu alors qu'on mène 2-1. On prend un troisième but alors qu'on est à 11 contre 10. Sérieusement, il y a un moment, les gars, il va falloir se remobiliser et être une vraie équipe soudée et ne pas avoir justement ces moments de faiblesse. Comment c'est possible? On est chez nous. Et ça dénote d'un effectif qui est malade. Le deuxième point, c'est que je trouve l'animation offensive très, très, très délicate. On n'a pas encore de jeu et j'ai trouvé et j'ai revu le match d'Harit. J'ai été dur hier soir avec lui parce qu'il est quand même passeur décisif. Il fait un bon début de rencontre, mais il est trop haut. Je maintiens qu'il est trop haut dans le système de jeu de Gattuso. Et ça manque de lien entre Kondogbia, Veretout et Harit dans cette volonté de transition. Et ça, c'est gênant. Et ça doit s'améliorer. Ce sont des points faibles qui doivent s'améliorer. La charnière centrale. Je misais beaucoup sur Samuel Gigot. Malheureusement, hier, il est fautif sur les 2 buts. Les 2 premiers buts. Il est en retard. Il est en retard parce qu'il se fait aspirer par Bergwijn. Et ensuite, il met du temps à revenir. Et ça désaxe la défense, puisqu'on a un Klose qui revient et 2, on a Ismail Assar. Cette charnière centrale, elle doit s'améliorer. Obligatoirement, ça passe aussi par le physique de Samuel Gigot. Et enfin, notre côté gauche. Ah ouais, le côté gauche de l'Olympique de Marseille. Il fait parler. Joaquín Correa. Justement, il y a plein de débats là-dessus. Et il y a un gros débat. Alors, on va revenir sur Joaquín Correa. Ça va peut-être me retomber dessus à un moment. Mais si on reprenait ma vidéo que j'avais réalisée, il y avait un pari risqué qui était autour de lui. On a évidemment, alors, le syndrome argentin, le tatoué argentin, comme Benedetto. Voilà. Il a été peut-être porté au nu de manière trop grande par beaucoup et beaucoup d'espoir sur lui. Mais c'est pas un joueur c'est pas un ailier gauche, c'est un deuxième attaquant. On le voit, il est régulièrement à jouer pour revenir dans l'axe. Hier, il se procure une occasion. Alors, s'il marque, ça le libère. Il marque pas. Ok, il a fait le mauvais choix? Non, c'est un attaquant. Il a frappé. On aurait dû marquer. Ok, il avait l'autre choix, c'était de passer à Harit. Il l'a pas fait. Sur Harit, il y a un joueur qui arrive. Donc, on saura jamais. Autrement, il passe 30 minutes de la rencontre à jouer numéro 9, sans ballon, à aller presser. Est-ce que c'est ça qu'on doit attendre de lui? Je sais que les attentes et les espoirs sont bien plus grands. On a envie de voir un joueur de ballon qui marque et qui accélère. C'est pas son jeu. Donc, moi, j'attends de lui qu'il sache presser et qu'il sache faire le repli défensif. Et ces éléments-là, il les a plutôt bien réalisés hier. Vous allez me dire, Christophe, tes attentes, elles sont pas très hautes. Mais parce qu'on n'a pas d'ailier gauche. Et ça, il va falloir trouver des solutions lors du mercato. C'est comme Iliman Ndiaye. Il ne doit pas jouer à gauche. Il a été transparent hier. Donc, est-ce qu'on doit jouer en 4-2-3-1? Ma réponse, c'est non. Parce qu'on n'a pas les joueurs pour. Surtout sur le côté gauche. On y reviendra dans la compo. Est-ce qu'on doit tomber sur Correa? C'est facile. Aujourd'hui, on a un bouc émissaire et on tombe dessus. Ça vaut pour n'importe quel joueur. Après, il est nonchalant, certes, mais il est moins nonchalant qu'il y a 2 mois. Voilà. Donc, il n'est pas satisfaisant, c'est une chose. Lui tomber dessus continuellement, c'est pas mon avis. On va passer aux notes. Je regarde mes notes aussi. Bon, Correa 4, ça ne me surprend pas par rapport à sa performance. La Provence a été plus dure, je vous partagerai après, c'est 3,5. Moi, ce qui me surprend, c'est la note de Pau Lopez et la note d'Ismail Assar. Je vous laisse juger des autres notes. Lodi, 5, pourquoi pas. C'est vrai que entre 4 et 5, c'est la note que j'aurais donnée. Pau Lopez, il fait 2 arrêts très importants hier. Très, très, très important. Un arrêt à 1 but partout et un arrêt à 3-2 pour l'OM ou 3-3. Il fait un arrêt à bout portant où il se retrouve face ou à 2, ouais, à 2-2, non à 3-2, ouais.
il fait un arrêt de ouf. Et ces 2 arrêts, ils sont importants dans la rencontre. Ils sont très importants pour maintenir l'OM à un niveau où on aurait pu sombrer. Ismail Assar, il obtient le premier penalty. Il obtient le deuxième penalty. Physiquement, oui, il est brouillon, mais il donne de l'envie. Et par rapport au Ismail Assar qu'on a vu il y a 15 jours, 3 semaines, bah on le sent physiquement bien mieux. 5, c'est dur. 5, c'est très dur. Du côté de la Provence, il a 5 aussi. Amin Harit à 5,5. Je pense que c'est une bonne note pour Amin Harit. C'est 5,5, plus que 6 d'ailleurs pour moi. Correa, c'est sous-noté pour moi. Lodi, voilà, on a dit entre 4 et 5. Et Samuel Gigot, 4, 3 dans l'équipe. Ça ne me surprend pas. Voilà, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, sur ces notes, si vous êtes d'accord. Mais en tout cas, je trouve que Mbemba est bien noté, parce qu'il est buteur en plus. Lopez, il prend 3 buts, donc c'est compliqué, évidemment. Il doit mieux faire sur le premier, c'est sûr. Il doit sortir plus haut. Il doit être plus gênant dans l'œil, dans le regard de l'attaquant. Voilà, je vous laisse les notes encore et vous me direz vos commentaires, vos notes en commentaire. Alors on va passer à la compo et on se projette déjà face à Rennes. Bah, je maintiens que cette compo, c'est celle que j'aimerais voir. Donc une défense à 3 avec Murillo et Klose sur les côtés. Murillo qui remplacerait Lodi parce que Lodi est quand même en délicatesse physique. Kondogbia Veretout au milieu de terrain et Harit et Ndiaye pour soutenir l'attaquant Aubameyang. Voilà ce que j'aimerais voir face à Rennes. Alors je ne vais pas épiloguer là-dessus, on va passer à la tactique que j'attends de voir. Si on reste sur le schéma tactique de Gennaro Gattuso, en 4-3-3, 4-2-3-1, voilà. Moi j'aimerais bien avoir ce schéma-là déstructuré. Murillo à gauche, la défense Gigot Mbemba parce qu'il va falloir que les automatismes reviennent et redonner des minutes de jeu à Gigot. J'aimerais bien revoir Unai dans un milieu à 3 avec un Veretout un peu plus haut et qui se partage avec Unai. La volonté de créer le jeu. Iliman Ndiaye, pareil, dans un rôle hybride dans le demi-espace gauche, derrière Aubameyang et Ismail Assar, qui est pour moi en capacité de pouvoir reproduire les efforts. Il a un physique, je trouve, hors norme parce qu'il est vraiment très fort et que, vu la performance qu'il a réalisée face à l'Ajax, on peut avoir un Ismail Assar face à son ancien club qui peut être très intéressant. Et voilà la tactique que je m'attends malheureusement à voir. Je dis malheureusement parce qu'il n'y a pas de changement dans l'esprit de Gattuso et il a besoin de certitude aussi. Voilà, donc c'est pas trop négatif quand je dis malheureusement. Voilà, prenez bien la portée des mots. Et c'est pour ça que je sous-titre ma pensée. 4-2-3-1. À voir si Harit peut descendre un cran plus bas. Ndiaye à gauche, malheureusement, pour moi, c'est pas. Enfin, on l'a dit déjà plusieurs fois. Est-ce qu'Aubameyang sera de nouveau titulaire? J'ai envie, par rapport au fait qu'il est marqué et qu'il est en confiance et que ça serait très intéressant de le revoir. Et Murillo sur le côté gauche. Voilà, je serais curieux d'avoir votre avis sur cette compo. Voilà, attention à Rennes, parce qu'on va y venir sur les pronostics. Rennes il va y avoir une vraie bataille physique au milieu de terrain, parce que Rennes joue à 4 au milieu de terrain. Et donc, comment on va gérer cette bataille au milieu de terrain? Ça va être la question qu'on va se poser à travers les pronostics. Alors, les pronostics avec mon partenaire Unibet, vous êtes habitués désormais. Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 € sur votre premier pari s'il est raté. Donc, vous créditez votre compte avec le lien qui est dans la description. Vous jouez et à l'issue de cette rencontre, si vous avez gagné, vous repartez avec la cote. Si vous avez perdu, votre premier pari vous est remboursé en free bet sous 24 heures. Alors, n'oubliez pas que jouer comporte des risques. Jouez avec responsabilité. Jouer est exclusivement réservé aux personnes majeures parce que jouer doit aussi rester un divertissement et en vous inscrivant, ça me permet de gagner également un bonus qui permet de pouvoir développer la chaîne dans ses projets. Donc merci par avance. Alors, on va regarder la tactique employée par Julien Stéphan qui est arrivé depuis 2 matchs. Et on le voit, il y a un 3-4-2-1, 3-4-3 qui a été employé hier avec la victoire 3-0 du Stade Rennais qui est qualifié pour les 8e de finale. Donc ça, c'est bien pour le football français. Martin Terrier qui a marqué, Amine Gouiri qui a rejoué également, qui a marqué.
On a cette équipe qui est en pleine confiance parce que lors de sa rencontre la semaine dernière en championnat, elle a employé encore une fois un 3-4-3 avec cette densité au milieu de terrain et elle a encore marqué 3 buts. Donc, attention à cette équipe du Stade Rennais. Mais cette équipe du Stade Rennais, donc c'est un duel de milieu de tableau, hein, on va pas se mentir. Alors je vous ai volontairement pas mis en haut et en bas, comme ça on se pose pas de questions s'il faut regarder en haut ou en bas. Mais on a deux équipes qui sont malades et qui doivent jouer plus haut. Donc on va voir qui, malheur aux vaincus en tout cas, parce qu'il n'y a qu'une victoire dans les 5 derniers matchs pour chacun. Mais il y a un point intéressant ici à garder en tête, c'est que Rennes n'a toujours pas gagné à l'extérieur. Rennes, c'est 5 matchs à l'extérieur, 3 nuls, 2 défaites, et c'est seulement 2 buts marqués à l'extérieur. Alors on le sait, nous, on est encore pire. On verra ça pour le prochain match face à Lorient, dans lequel le match, j'assisterai en bord pelouse grâce à la LFP. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à suivre sur Instagram également, parce qu'on va partager du contenu exclusif. Mais en tout cas, Rennes à l'extérieur, c'est compliqué. Alors, les cotes de cette rencontre. Une belle cote pour l'Olympique de Marseille, 1,87. 1,87 alors que l'OM est invaincu à domicile et que l'OM n'a encaissé qu'un seul but en Ligue 1 à domicile. 1,87, le match nul à 3,62 et le Stade Rennais à 3,72. Intéressant comme cote aussi, mais je trouve que la cote de l'OM est belle. But pour les deux équipes compte tenu des défenses friables. La cote à 1,58. Et c'est la cote que je jouerai dans cette rencontre. Je vais vous partager aussi le fait que l'OM ne perde pas. Et l'OM va maintenir, si vous voulez, un pari sécurisé, entre guillemets, de grosses guillemets, parce qu'on est sur du pari sportif, donc il y a beaucoup de responsabilités à avoir. 1,23. 1,23, l'OM ne perd pas. Et Pierre-Emerick Aubameyang, qui devient buteur sur cette rencontre aussi, à 2,52. Ça peut être intéressant. Je vous ai mis les 3 Marseillais attaquants, parce que je pense que ça va être intéressant de voir cet OM offensivement avec Vitinha et Ismaïla Assar qui pourraient être décisifs. Mon score pour cette rencontre, c'est 2-1 pour l'OM, cote à 7,65. Je vois l'Olympique de Marseille dans un schéma assez atypique, c'est-à-dire que je m'attends, si je fais le film de la rencontre, à voir l'OM être mené, et je vois l'OM au mental et avec l'orgueil revenir et l'emporter. Vous allez me dire, Christophe, tu vois l'OM trop beau. Ça, c'est porté par les émotions d'hier soir, évidemment. Mais j'ai envie de croire que malgré les faiblesses et les points d'amélioration que cette équipe doit travailler, l'OM est en capacité de pouvoir faire une série et revoir des jours positifs. J'aimerais avoir votre avis en commentaire. Quel est votre pronostic? N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu avec cette analyse à froid de la rencontre. On se retrouve, nous, soit dimanche soir, soit lundi pour le débrief. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Portez-vous bien. Allez l'OM. Et c'est que du bonheur. Ciao.